L'impôt sur le revenu en France, ouf, ça peut vite ressembler à un vrai casse-tête, pas vrai? Mais pas de panique, on va décortiquer ça ensemble, point par point, pour que tout devienne limpide. Allez, c'est parti. Alors, quel est le programme? D'abord, on va regarder les bases du système, comment ça fonctionne. Ensuite, on plonge dans une spécificité bien française, le quotient familial. Après ça, on verra comment les grands événements de la vie peuvent tout changer. Et pour finir, du très concret, comment on déclare ses revenus en 2025? Voilà la grande question. Et pour y répondre, attention, il ne suffit pas de prendre son revenu total et d'appliquer un pourcentage. Non, c'est bien plus subtil que ça. Alors, regardons ça de plus près. On commence avec la première partie, le système et son fonctionnement. La clé numéro 1 pour tout comprendre, c'est le mot progressif. En France, l'impôt n'est pas un taux unique qui s'applique à tout ce qu'on gagne. Ça ne marche pas comme ça. Voici le fameux barème. Il faut l'imaginer comme des étages ou des tranches. Disons que le revenu est un gâteau. La première part du gâteau, jusqu'à un peu moins de 11 500 €, n'est pas imposée du tout, 0%. Puis, la part suivante entre 11 500 et 29 000 € environ, elle, est taxée à 11%, et ainsi de suite. Ce qui est crucial, c'est que seul le sommet des revenus est taxé au taux le plus fort. Donc pour résumer l'idée, ce n'est absolument pas un impôt à taux unique. Le principe est simple. Plus un foyer a des revenus élevés, plus le taux d'imposition sur sa dernière tranche de revenus, la plus haute, sera important. C'est ça la progressivité. Bon, on a compris le barème. Maintenant, on attaque la deuxième partie. Et là, on touche à la grande spécificité du système français, le fameux quotient familial. C'est vraiment la pièce maîtresse du puzzle. Le taux d'imposition ne s'applique donc pas brutalement au revenu total. Non, il s'applique au revenu divisé. Et divisé par quoi exactement? C'est la question qui change tout. Et la réponse, c'est toute l'astuce du système. Ça dépend de la composition de la famille. Voilà le concept. En fait, l'idée est assez simple. On prend le revenu total du foyer et au lieu de l'imposer en un seul gros bloc, on le découpe en plusieurs parts fiscales. Chaque membre du foyer compte pour un certain nombre de parts. En divisant le revenu, on obtient des parts plus petites qui, du coup, sont imposées dans des tranches plus basses du barème. L'objectif est clair, adapter l'impôt à la taille et aux charges de la famille. Prenons un cas concret, une personne seule. Sans enfant, c'est une part. Logique. Avec un premier enfant, hop, on passe à une part et demie. Avec un deuxième, on arrive à 2 parts. Et tenez-vous bien, à partir du troisième enfant, chaque nouvel enfant ajoute une part entière. Donc avec 3 enfants, on arrive à 3 parts. Le diviseur grimpe assez vite. Et pour un couple, marié ou pacsé, c'est la même logique. Le couple seul représente déjà 2 parts. Ensuite, on ajoute les enfants exactement de la même manière. Un premier enfant, on passe à 2 parts et demie. Un deuxième, on est à 3 parts. Et le troisième fait passer le foyer à 4 parts. En bref, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que le système est conçu pour que l'impôt soit moins lourd au fur et à mesure que la famille s'agrandit. C'est ça, le principe de base. D'accord, on a le système progressif, on a le mécanisme du quotient familial. Troisième partie, les variables. Parce que oui, les grands événements de la vie, eh bien ça change tout. Ça a un impact direct sur le nombre de parts fiscales et donc sur l'impôt final. Parlons du mariage et du PACS. Pour l'impôt sur le revenu, on dit souvent que c'est pareil. Et c'est vrai, dans les deux cas, on fait une déclaration commune. Mais, et c'est un mais très important, en matière de succession, ça n'a plus rien à voir. Le conjoint marié est protégé par la loi. Il hérite automatiquement. Le partenaire de PACS, lui, n'est pas héritier légal. Sans testament, il ne touche rien. Pareil pour la pension de réversion. Le mariage y donne droit, pas le PACS. C'est un point de vigilance énorme. Le système prévoit aussi des coups de pouce pour certaines situations particulières. Il y a des cas qui donnent droit à une demi-part fiscale en plus. Par exemple, les personnes avec une carte d'invalidité, une pension militaire ou pour accident du travail, ou encore les anciens combattants de plus de 74 ans. Et un cas un peu moins connu, une personne qui vit seule mais qui a élevé seule un enfant pendant au moins 5 ans. Toutes ces situations permettent d'alléger un peu plus la facture. Attention, voici une règle d'or à connaître, elle est assez surprenante. Pour les impôts, la seule date qui compte, c'est le 31 décembre. La situation familiale à cette date est celle qui est retenue pour toute l'année qui vient de s'écouler. Ce qui veut dire, eh oui, qu'un bébé qui naît le 30 ou même le 31 décembre donne droit à une demi-part fiscale pour l'intégralité de l'année passée. Allez, dernière partie, on passe à la pratique. Concrètement, comment ça se passe pour déclarer ses revenus en 2025? Quelles sont les étapes et surtout, qu'est-ce qui change cette année? Le processus est assez simple maintenant. Chaque année, au printemps, généralement en avril, le service de déclaration en ligne ouvre. L'essentiel du travail, c'est de bien vérifier ce que l'administration fiscale a déjà pré-rempli. Si tout est bon, un clic et c'est validé. S'il y a une erreur ou un oubli, on corrige, on ajoute ce qui manque et on valide.
Et pour beaucoup de gens, c'est encore plus facile. Il y a la déclaration automatique. Si la situation n'a pas changé, les impôts envoient un récapitulatif des informations qu'ils connaissent. Et si tout est correct, il n'y a absolument rien à faire, c'est validé tout seul. Mais attention, il faut quand même toujours jeter un œil. Une erreur peut arriver, et si on ne la corrige pas, c'est de notre responsabilité. Pour 2025, notez bien ces dates. Ouverture du service en ligne autour du 10 avril. Et ensuite, les dates limites pour déclarer, ça dépend du département de résidence. Ça s'étale de fin mai à début juin. Le plus important, c'est de ne pas rater sa date. On en arrive maintenant au gros changement de 2025. Ça concerne tous les couples, mariés ou pacsés. Le mode de calcul par défaut du prélèvement à la source, c'est-à-dire ce qui est retiré du salaire chaque mois, ça change. Jusqu'à maintenant, le fisc calculait un taux unique pour le foyer et ce même taux s'appliquait aux deux salaires, ce qui pouvait être pénalisant pour la personne qui gagnait le moins. À partir du 1er septembre 2025, le taux individualisé devient la règle. Chacun aura un taux de prélèvement calculé sur son propre revenu. C'est plus juste au quotidien. Mais, point super important, ça ne change absolument pas le montant total d'impôt que le couple payera à la fin. Ça répartit juste différemment l'effort chaque mois. Ok, si on récapitule les points essentiels. L'impôt en France, c'est un barème progressif. Point 1. Point 2, ce barème est ajusté par le fameux quotient familial qui divise le revenu en fonction du nombre de personnes dans le foyer. Point 3, les événements de la vie, mariage, pacs, enfants, ça change tout. Et enfin, la nouveauté de 2025, pour les couples, le taux individualisé devient la nouvelle norme pour le prélèvement à la source. Et tout ça nous amène à une dernière réflexion, pour ouvrir le débat. Ce système du quotient familial a été pensé à une époque où le modèle de la famille était assez standardisé. Aujourd'hui, les structures familiales sont beaucoup plus diverses. La question qui se pose, c'est comment ce pilier de notre fiscalité va-t-il pouvoir évoluer pour rester juste et pertinent dans le futur ? C'est un vrai sujet de société.